On se retrouve sur le plateau du Glénat BD Festival, ravi d'être avec vous pour la rencontre avec Si, qui est bien notre invité aujourd'hui. T'as pas changé de place ici? Non, j'ai pas changé. T'es allé faire la boîte à questions quand même entre-temps ou alors est-ce que ça est le secret de la, Oui, j'ai couru partout là. la magie de la télévision? Non, c'était préenregistré. Ah. Désolée. Un exercice difficile? Bah, sincèrement, quand on demande un adjectif pour te décrire, t'es vraiment en mode genre, t'as l'impression d'un entretien d'embauche, c'est genre, quel est votre pire défaut? Donc voilà, quand on m'a demandé, je crois que ça a été coupé, mais on m'a demandé, genre, si j'étais un fait historique, autant te dire que... Oula. J'étais genre, coupé. Parce que, genre, la première date qui m'est revenue, c'était 1515 Marignan, et j'étais genre, mais pourquoi? Interro surprise. Ah non, c'était... Mais sinon, c'était marrant, c'était chouette. Extraordinaire, je comprends évidemment. Avec toi, on va revenir évidemment sur toute ton œuvre, tes BD à venir, tes BD sorties. Il y aura un dessin que tu vas réaliser dans les 30 prochaines dernières minutes de cette émission, voilà, avec évidemment la possibilité de poser vos questions et d'interagir. N'hésitez pas, même si sur le plateau, je suis en compagnie de Robin Joly, l'éditeur de Si. Comment ça va, Robin? Ça va très bien, et toi? Moi, à l'aise, hein, tranquille, hein, tu commences ton marathon, là, je squatte chez vous, moi, à la base, mais vous êtes chez vous, ici. Hein. On disait qu'on n'avait pas trop l'habitude de rencontrer, justement, auteurs, éditeurs. Vous avez l'habitude de vous voir assez souvent, tous les deux? Nous, oui. Oui, Okay. Cyrielle, elle vit en région parisienne et nos bureaux sont à Paris, donc c'est l'occasion, on peut se voir quand même assez régulièrement. C'est pas toujours le cas avec les auteurs, mais... C'est plus compliqué avec mon scénariste, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Vu que mon scénariste est belge, Marc Dubuisson est belge, bah, pour l'instant, il n'a jamais vu de visu. Non. On s'est vu à travers un écran. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le Covid qui fait que c'est aussi dur de se rencontrer. Donc du coup, j'ai hâte qu'on se rencontre enfin en personne, quoi. Ouais, j'avoue, ça pourrait vraiment être bien si Angoulême voit le jour quand même cette année. Ça sera l'occasion. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Bulldop. Comment ça va, Bulldop? Ça va très bien. De t'avoir sur le plateau. De même, ici. enchantée. Alors je rappelle, tu es booktubeuse, blogueuse littéraire ici. Tu es un fan aussi de l'œuvre de... Ouais, une très très grande fan de Si. On est potes en fait. Arrête de dire ça, tu mets mal à l'aise. J'ai un mausolée de Si chez moi, tu vois, plein de tableaux de Si juste devant moi quand je stream. Oui, parce que tu fais du Twitch aussi. Hein. Ouais. Actuellement, où tu partages peut-être un peu tes avis sur toutes tes lectures et autre chose. Elle crie sur Subnautica. Ah ouais? Je hurle sur Subnautica. Ouais. Je suis un peu une trouillarde. Mais ouais, j'essaye de faire de l'art et de ramener un petit peu le livre à ma manière sur Twitch. C'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça de chaînes dédiées à la littérature. Ça commence seulement, j'ai l'impression, en France en tout cas. Dans les autres pays, un peu plus, mais en France... Ah, dans les autres pays, c'est plus représenté. Il y a carrément toute une communauté qui fait des... comment on appelle ça? Des sprints lecture, c'est-à-dire que tu as des gens qui lisent en live. Et donc, tu as des moments de lecture et des moments de papote sur la lecture en cours. Je ne savais pas ça. C'est cool. Autant le dessin devient de plus en plus populaire et tout l'aspect artistique sur Twitch devient très, très, très populaire. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des lectures sur Twitch. Il y a de tout maintenant. De toute façon. J'ai fait Jean Massier, je ne m'étonne plus de rien. Tout est possible, tout est réalisable, bien entendu. Si tu as sorti récemment Radium Girls, qui est ton œuvre personnelle, c'est ça? C'est toi qui l'as... À toi toute seule. Parce que tu travailles aussi avec un grand H. Avec des auteurs, exactement, de temps en temps. Là, c'est ton toi, Radium Girl, voilà, sous-titré Si, point final. J'ai eu le plaisir de lire, évidemment, cette BD qui est assez formidable. Est-ce que tu peux nous la présenter et nous dire un peu de quoi ça parle? C'est marrant. Là, vous voyez une illustration que jamais personne n'a vue. Ouais, j'allais dire, c'est quoi? Ah oui, elle est pas. En fait, à la base, c'était la toute première couverture qu'il devait y avoir. Et en fait, ça donnait trop d'ambivalence avec ce qu'on aurait pu croire que c'était. On aurait pu croire que c'était une histoire de revenant, alors que ce n'est pas une histoire de revenant. Ah, je comprends oui, d'accord, ok. Mais jamais elle n'est sortie. C'est marrant, ça me fait bizarre de la voir. C'est une exclue. Alors, en fait, Radium Girl, on suit des ouvrières dans les années 20 aux États-Unis qui peignaient des cadrans de montres. Donc voilà, elles peignaient chaque petit numéro avec une peinture bien spéciale, une peinture au radium.
Donc la peinture au radium, alors le radium c'est l'élément qui a été découvert par Marie Curie, mais il s'avère que le capitalisme a fait qu'on s'est dit « Ah, c'est marrant !» On va en mettre partout. Marrant, ça brille dans la nuit. C'est marrant. C'est une des spécificités du radium, c'est que ça brille dans la nuit. Donc il y a un petit malin qui a fait une peinture au radium qui faisait qu'on pouvait lire l'heure dans la nuit, chose qu'on a à l'heure actuelle. Ça nous choque plus parce que on a nos smartphones, etc. Mais avant d'avoir tout ça, c'était pour pouvoir lire l'heure dans la nuit et notamment. Ça aidait, ça a eu un grand boom avec l'entre-deux-guerres et pour pouvoir faire les cadrans pour les soldats. Et donc, il fallait des petites mains qui peignaient consciencieusement chaque chiffre avec une technique bien particulière qui s'appelle le lip pointing. Lip, on lisse entre les lèvres. Dip, on prend de la peinture. Paint, on peint. Et puis après, lip. Donc forcément, elles ont ingéré de la peinture au radium. De nos jours, on sait que le radium, c'est pas bon, il ne faut pas le mettre dans la bouche, il ne faut pas faire ça. Sauf qu'à cette époque-là, on n'en avait pas vraiment conscience, même si Marie Curie avait dit... Ah ouais, il me semble que Marie Curie avait déjà quand même lancé des petites alertes. Attention, hein. C'est ça, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait du radium partout, en fait. Ouais. Il y en avait dans les laines pour bébés, dans les cosmétiques, dans les bijoux, enfin, dans de l'eau au radium, des toniques au radium. Donc vraiment, c'est un peu comme l'aloe vera aujourd'hui. Espérons que l'aloe vera... Oui, non. L'aloe vera n'a pas ses propriétés terribles. Non, mais il y avait vraiment cette mouvance et cette mode. On va dire c'est le parallèle avec le plomb plus tard, justement, après la Seconde Guerre mondiale. Souvent, moi, le parallèle que je ferais, c'est plutôt la cigarette. La cigarette, par contre, la cigarette, ça a mis 80 ans parce qu'on se rende compte que c'était mauvais. Mais avant, la cigarette, on la prescrivait pour les asthmatiques. Oh! Bah oui. Parce qu'on disait que c'était bien pour les... Je savais pas du tout ça. Quel est cet enfer? Ah oui, tout à fait. Et en fait, à la base, au tout début, la cigarette, c'était pris comme un médicament. Et puis après, c'est devenu un phénomène de mode. Puis après, c'est ce que ça a été. Donc, sauf que radium, ça tue plus vite. Hein. Donc, ça a raccourci. Et en 20 ans, on s'est rendu compte que c'était pas bon. Quoi. Ouais, très légèrement plus vite. Et justement, c'est terrible parce que tu vas raconter l'histoire de ces travailleuses qui, clairement, sont en train de se tuer. Non pas à la tâche, mais de se tuer littéralement jour après jour au travail, malgré une ambiance de travail qui est très bonne. Et tu vas raconter un peu comment tout ça va leur être annoncé et comment l'impossibilité de faire quoi que ce soit et la fatalité devant la mort va être vécue par toutes ces filles, quoi. C'est vrai que c'est très ironique parce que quand même, à partir du moment où tu ingères ta premier pinceau de radium, le compte à rebours, il est lancé. Ouais. Ça veut dire que... Et en plus, c'est très ironique pour des femmes qui peignaient des cadrans de montre, quand même. Et donc, à partir du moment... Et ça va arriver, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que même des personnes qui sont restées que très peu de temps dans l'entreprise vont avoir des conséquences qui vont arriver sur leur santé. Parce que le radium, c'est un coup, c'est tout. Donc... C'est vrai qu'en fait, donc on suit ça et effectivement, on suit cette dichotomie entre ces femmes qui vivent un peu leur meilleure vie parce que c'est comme si elles travaillaient chez Chanel ou Lanvin. C'est vrai que c'est plutôt prestigieux. Ça coûte très cher à synthétiser le radium, même plus cher que l'or, c'est vraiment. Et en même temps, donc elles sont mieux payées, etc. Elles vivent leur meilleure vie et en même temps, bam, en fait, elles vont se retrouver au cœur. En fait, elles vont être broyées par le radium, mais aussi par la société de cette époque, qui les femmes, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Who cares? Des femmes ouvrières, who cares? Donc vraiment, quand j'ai découvert cette histoire, j'ai fait, c'est dingue. Enfin, c'est des histoires où si je l'avais inventée, on m'aurait dit, t'en fais un peu trop, dis donc quand même, un peu too much. Oui, parce que même si les personnages sont fictifs dans cette histoire, l'histoire est 100% vraie. Hein. Oui. Oui. Alors, les personnages ne sont pas fictifs. Ils ont tous existé. Ah ouais? Toutes les personnes qui sont mentionnées ont toutes existé. Là où j'ai dû faire la part belle un peu à la réalité, c'est plutôt les dynamiques entre elles. Ça veut dire que, par exemple, pour la narration, il fallait qu'elles bossent toutes ensemble en même temps. Elles se sont toutes côtoyées, mais elles n'ont pas toutes forcément bossé ensemble. D'accord, ok. C'est pour pouvoir simplifier. Mais tous les checkpoints importants se sont tous réalisés.
Robin, quand on travaille en tant qu'éditeur sur une œuvre comme Radium Girl, ça se passe comment? Alors, je vais faire un petit disclaimer. C'est que je n'étais pas l'éditeur de Radium Girl à l'époque. Okay. C'était un collègue à moi qui s'appelle Olivier Jalabert. Donc, je peux parler à sa place. Vas-y, je t'en prie, s'il t'autorise. De toute manière, quand on reçoit un projet comme celui-ci sur cette histoire qui est, comme elle disait, totalement incroyable, trop incroyable pour être vrai, en fait, on se dit qu'obligatoirement, on doit faire en sorte que cette histoire soit accessible aux gens et qu'ils sachent ce qui s'est passé. Il y a aussi cet intérêt qui est de raconter une période de l'histoire. En plus, de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis, les années 20, c'est une période qui est assez riche d'un imaginaire, mais qu'on connaît finalement pas forcément très bien en France. Donc on peut aussi parler de ça. Il y a aussi la situation de ces femmes qui sont prises dans cette ambivalence entre le fait que voilà, elles soient très modernes pour leur époque, mais en même temps, elles vont être victimes de tous les préjugés qu'on fait aux femmes aussi à cette époque. Donc voilà, il y a tout ce que charrie cette histoire comme ça qui est forcément passionnant à travailler en tant qu'éditeur et puis pour faire en plus émerger une personnalité comme si en tant qu'artiste. On reviendra un peu sur la façon dont tu dessines, la façon dont tu t'y prends pour dessiner tout ça. Bulldop, tu as lu Radium Girls. Quel est ton avis sur cette BD et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as lu? Tu connaissais un peu ce problème de l'irradiation radium à l'époque? Pas du tout. Pas du tout. Je connaissais pas du tout le contexte historique. Moi, par contre, je connaissais le dessin parce que c'est une BD que tu as fait sur Twitch en streamant. Ah ouais, j'avoue. C'est comme ça que j'ai découvert Twitch d'ailleurs. Ah ouais. En regardant c'est c'est ta faute, elle est responsable de ma présence sur la plateforme. Merci. Non, mais, ouais. Puis là, maintenant, elle est... Oui, bon, quand même pas. Mais du coup, j'avais déjà vu le dessin. Puis bon, si on est amis dans la vraie vie, donc on en parlait beaucoup. Mais elle m'avait pas tout dévoilé. Et j'avoue que quand j'ai découvert Radium Girl, j'ai bien chialé. Voilà, en vrai. Et puis ensuite, je l'ai fait lire à mon conjoint et lui, c'était pareil. Ça nous a bouleversés parce qu'une histoire pareille, en fait, on pense pas que ça peut être vrai, en fait. On le sait. Surtout en tant que femme, on a conscience qu'il y a certaines difficultés et on sait que c'était pire à l'époque, mais on ne pense pas que ça peut aller aussi loin. Ouais. Et moi, c'est vraiment une BD qui m'a marquée, qui m'a bouleversée. Elle est en front page partout chez moi, on la voit partout. Je trouve le style graphique fou et je trouve surtout que le style de Si porte très bien l'intrigue. De ouf. Et pour moi, c'est un énorme coup de cœur et je la recommande autant que je peux. Je dois bien t'avouer que dès les premières pages, quand j'ai commencé à voir ces travailleuses porter le pinceau à la bouche, je savais déjà où est-ce que ça allait. Je savais déjà où est-ce que ça allait aller. Mais la façon dont c'est raconté et surtout la tristesse et le décalage, parce que tout le monde n'a pas la même death sentence au-dessus de la tête. Hein. Certains sont très proches de la mort, certains moins, parce qu'ils ne sont pas arrivés en même temps au sein de cette entreprise. Là où l'amitié entre ces filles est vraiment totale, quoi. Et d'ailleurs, il y a un bon groupe de girls qui sortent, qui vivent, quoi, qui essayent un peu de profiter de la vie de cette époque. Et malgré ça, le destin tragique qui les attend. Ce qui est rigolo, c'est que c'est les années 20. Je me dis, mais oui, ça se passe dans les années 20. Puis je regarde ma montre, mais en fait, on est en 2022, on est un peu dans les années 20 aussi, quelque part. C'est tout le souci où maintenant, souvent quand on parle des années 20, on fait, ah ouais, non, mais en fait, là, on est en train de reboucler, quoi. Oui, c'est ça. Mais on sait que les années 20, pour nous, vieux, ça sera toujours 1920. C'est vrai. Comment ça pour nous vieux? Parce que pour mes neveux, moi par exemple, ça sera plus le cas. Oui, non mais faut pas trop le dire trop fort, s'il te plaît, si. J'avoue que c'est assez terrible de dire ça fait déjà un siècle que tout ça s'est passé. Et justement, juste pour dire ça, ce qui est très ironique, c'est que moi quand j'ai sorti, c'était en 2020. Ça faisait 100 ans, montre en main, qu'il y avait cette histoire. Et dedans, il y a notamment Molly qui se retrouve sur les plages où on lui mesure la taille de son maillot de bain. Parce qu'il y avait la police des mœurs qui passait, elle tirait sur son maillot de bain en disant « mais non !» Et en fait, ça fait 100 ans que Molly. En 2020, j'étais en dédicace et j'ai une jeune fille qui vient me voir en disant « je voudrais que ce soit Molly, que tu me dessines en maillot de bain. » Parce qu'on m'a fait la même chose à la sortie de mon collège avec mon crop top. Oh. Donc, il faut se souvenir de ça. Donc, moi, sincèrement, je me suis pris une mandale à ce moment-là. Parce que, pour moi, en plus, c'était une jeune de 14 ans qui vient me dire ça.
Et genre, je me dis, ok, c'était il y a 100 ans. Il faut faire très attention de ce qui... Et puis, ce qui s'est passé avec le radium, c'est des boucles. L'amiante, le téflon, c'est toujours les mêmes boucles. Ouais. Donc, il faut bien se souvenir d'où on vient, même si c'était il y a plus d'un siècle. C'est vrai, tu as totalement raison, à croire que nous n'apprenons jamais de nos erreurs. Mais si, on s'améliore. C'est pour ça qu'on fait des bouquins comme ça. Exact. Les gens se rappellent ou apprennent. Exactement. Nous améliorons, bien entendu. Comment est-ce que tu as parlé un peu de Twitch et du fait que tu dessinais un peu sur Twitch sur cet album. Comment tu as travaillé? C'est ton premier album solo d'ailleurs, celui-ci, non? Non, j'avais fait 2 premières bandes dessinées, mais qui n'étaient pas chez Glénat, qui parlaient de sexualité sur base de témoignages. Qui s'appelle Le vrai sexe de la vraie vie, dont on ne pourra pas diffuser. Dont on ne peut rien montrer. Non pas parce que c'est pas chez Glénat, mais parce que c'est tout à poil. Donc voilà, globalement, voilà. Mais bon, après, c'était toujours la même chose. Ça veut dire que, genre là, c'était sur base de témoignages, qui parlent de sexualité. Et Radium Girl, c'était la première fois où je m'attaquais à l'histoire avec un grand H. Parce qu'au final, je dis que je suis toute seule dessus, mais ma scénariste, c'est l'histoire. Oui. Après, c'est comment on l'aborde, comment on la tord, etc. C'est pour ça que quand on en parlait avec Xavier d'Horizon, genre, où il disait justement qu'il faisait très attention et tout, l'histoire, en fait, il y a des moments où on est obligé de faire des compressions d'espace-temps pour rendre le truc digeste, parce que sinon, ça devient un PowerPoint d'histoire. Et c'est pas ce qu'on veut amener, nous, par exemple. Sinon, on perd l'émotion. En fait, ça peut être très compliqué. Donc voilà, ça a été, c'est ma 3e bande dessinée Radium Girl, et c'est la première que j'ai fait au traditionnel. C'est top. Genre justement, cette technique de dessin, si tu peux nous en parler un tout petit peu, comment est-ce que tu arrives à avoir ce rendu si particulier? Je suis complètement naïf. C'est du crayon de couleur? C'est du crayon de couleur, du vrai crayon de couleur? Oui, c'est du vrai crayon de couleur. Okay. C'est du crayon de couleur aquarellable. En fait, le crayon de couleur aquarellable, il a pour particularité de laisser beaucoup de matière. Ouais. Là où, par exemple, le crayon de couleur plus simple, ceux qu'on nous donnait quand on était à l'école, en fait, il a tendance à lustrer le papier. Vous savez, quand on appuie trop longtemps, au bout d'un moment, le papier, il devient brillant et il gondole. Ouais. En fait, avec les crayons de couleur aquarellables, moi, ils n'ont jamais vu l'eau, mais en fait, ils déposent beaucoup de matière. Ils réagissent limite comme du pastel. Ça veut dire que là, par exemple, sur des planches ou sur les parties les plus sombres, il y a jusqu'à 5 épaisseurs de crayons de couleur. Ce qui permet d'avoir des sous-teintes, en fait, différentes. En fonction, en fait, moi, il n'y a que 8 teintes différentes sur tout l'album. Et donc, en fait, en fonction de la première teinte que je mets en dessous, je rehausse et ça donne des profondeurs différentes. Ça donne du grain, en fait. La question qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est que lorsque tu dessines, tu as des planches qui ont quand même pas mal de relief. Lorsque l'album sort, il va sortir sur des feuilles beaucoup plus à plat. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as conscience? Est-ce que c'est un problème? Comment est-ce qu'on traite? Est-ce qu'il y a un papier spécial pour gérer ensuite après en imprimerie ce genre d'œuvre-là? Après, oui, là, c'est là où on rentre vraiment en compte, c'est qu'il faut faire passer de la planche originale, comme tu dis, avec de la matière, à une planche imprimée, donc toute lisse. Là, de toute façon, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on scanne les planches. L'avantage chez Glénat, c'est qu'on a un service de scannériste qui est intégré à notre société, ce qui n'est pas toujours le cas des autres éditeurs où ils passent par des prestataires extérieurs. Donc nous, ça nous permet déjà de travailler avec des gens avec qui on a l'habitude de travailler, qu'on connaît bien et avec beaucoup de réactivité, de souplesse. Et après, y a tout un travail sur les planches, sur la chromie, le fait de faire en sorte que la planche imprimée, puisque la planche imprimée n'utilise que 4 encres de couleurs différentes, il faut qu'on ait le même rendu que les planches. En tout cas, le rendu le plus proche des planches originelles de scie. Donc après, ça, c'est un gros travail de post-production sur la matière brute qui, effectivement, est de la planche et de la feuille physique, quoi. Et la qualité du papier joue aussi. Et la qualité du papier. On m'a fait choisir le papier. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà. On est d'accord. Oui, parce qu'il y a différents types de papiers selon les rendus qu'on veut, selon aussi les types de BD qu'on va proposer. Il y a des papiers qui sont mat, semi-mat, brillants, des offsets, donc qui vont plus un peu boire les couleurs et avoir un toucher un peu différent. Donc après, voilà, tout ça, c'est un choix qu'on fait en concertation avec l'auteur, évidemment, pour avoir le bouquin le plus conforme à la vision qu'on a et le plus qualitatif possible, quoi. De toute façon, il n'y a pas le choix et tu en avais pleinement conscience à partir du moment où tu as commencé à dessiner.
dessiner là-dessus. Si tu voulais être imprimé en grand nombre, il fallait quand même faire quelques compromis sur le rendu final de... j'ai pas eu à faire de compromis, ils sont très approchants en fait. Les planches, de ouf, les planches de l'original, et c'est très approchant. Et c'est paradoxal parce qu'on bosse beaucoup maintenant avec des auteurs qui travaillent en numérique maintenant, donc qui font leurs planches sur ordi. Et parfois on a des écarts plus importants, qu'on pourrait se dire que l'ordi c'est des fichiers numériques, mais en fait comme les écrans ne renvoient pas du tout tous les mêmes couleurs, il y a un travail des fois aussi à ce niveau-là. Sondez vos écrans. Voilà. J'avoue, c'est très ne travaillez pas avec un jaunisseur d'écran. Aïe. C'est douloureux. Voilà. C'est vrai. Ça fait très mal, très mal, on va dire, au rendu. Le prochain album sur lequel tu es en train de travailler, eh bien, c'est Anna et l'Entremonde. Tu nous en as parlé un tout petit peu juste avant, que tu, eh bien, on va dire, co-réalises avec ton auteur. Est-ce que tu peux nous parler une nouvelle fois un tout petit peu de cette œuvre-là? Je ne sais pas si vous en avez un peu connaissance, toi probablement, oui, mais si Bulldog, est-ce que tu as vu un peu le synopsis? Et toi, tu dois bosser dessus, tu as un peu connaissance? Moi, il y a des bateaux. Il y a des bateaux, c'est ça. Il y a complètement des bateaux. Dis donc là, on est dans la fiction pure, en revanche, pour cette œuvre-là, et tu poses ton dessin sur une vision et un scénario de l'auteur. C'est quelque chose que tu apprécies faire ou tu préfères tes œuvres personnelles comme Radium Girl? Alors c'est marrant parce que moi au tout début quand je faisais Radium Girl, je disais mais jamais je travaille avec un scénariste, j'ai trop un gros ego pour ça, je veux pas faire de compromis et tout. Bon, comme d'habitude, à chaque fois. Évidemment. Et puis j'ai dit pareil pour les techniques humides. Ça veut dire, je disais jamais l'encre, c'est super chiant, faut attendre que ça sèche et tout. Donc je me retrouve avec un scénariste et à faire des planches à l'encre. Donc globalement, tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes. Il s'avère que, en fait, moi j'avais très peur de travailler avec un scénariste, notamment sur le principe des compromis, etc. Toute la différence, c'est qu'en fait, c'est une team qui se choisit. Tout simplement. Ça veut dire que Marc, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et qui est scénariste. Il a fait d'autres scénarios pour des bandes dessinées. Il est dessinateur aussi de presse de son côté. Et puis, en fait, on est une bonne team. En fait, on est un good cop et un bad cop. C'est pas moi le good cop. Sans deck. Très étonnant. Ça. Et non, mais là-dessus, en fait, c'est vraiment agréable parce que jamais j'y serais allée toute seule En fait, le scénariste, il te prend et il t'amène dans son univers. J'y serais jamais allée toute seule. Je serais jamais. Là, je suis vraiment dans quelque chose de complètement inédit pour moi. Créer mes propres personnages, enfin nos personnages, mais c'est mes visages que je mets sur ces personnages. Créer des univers sur du long cours, une histoire entièrement fictive, etc. Enfin, réalisée pour ça. Moi, je me suis un peu angoissée au début parce qu'en même temps, j'ai fait parce que pour raconter un tout petit peu la genèse, Marc m'a envoyé ce scénario. Il ressemblait pas vraiment à ça au début, mais il m'a envoyé ce scénario en me disant est-ce que tu peux me faire une relecture juste de pote à pote? Comme ça. Il m'a dit c'est pas pour toi, je sais que t'en voudras pas, c'est pas pour toi et tout. C'est à quoi j'ai dit pourquoi pourquoi il a piqué l'ego. Ouais, exactement. Il a attaqué l'ego, psychologie inversée. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. GG. Mais c'est pas trop le caractère de Marc. C'est juste que Marc, lui, en l'occurrence, il a fait pourquoi ça t'intéresse et tout. Et en fait, comme deux couillons, on s'est dit bah ouais. Puis en fait, moi, j'ai commencé à réaliser un dossier et puis on est allé voir Glénat, et puis Glénat nous a signé, et donc on s'est dit oh bah merde. C'est d'habitude ils sont contents, eux j'étais en mode oh putain qu'est-ce qu'on a fait. C'est cette angoisse, cette excitation empruntée d'angoisse. Parce que on n'a jamais fait ça, on est tous les deux hyper nouveaux en fait dans ça. Il faut savoir que c'est pas du tout la même dynamique de faire un one shot et faire plusieurs tomes. Ouf. Parce qu'il faut réfléchir sur du 4 ans, sur du 5 ans. Et ça, c'est aussi un truc qu'on fait. On travaille en tandem avec son éditeur. Mais vraiment, où on se dit que toutes les graines qu'on met sur le tome 1 vont se répercuter sur le tome 4. Tu ne peux pas revenir en arrière, il faut tout penser, les couvertures, des choses comme ça. Tu peux pas... Voilà, il faut créer un monde cohérent. Et c'est ça qui nous a permis. On a passé de nombreuses heures en visio avec mon scénariste. Alors, je vais t'inviter à
tenter de parler de ce monde cohérent, assise à la table justement de dessin, juste ici, parce qu'on a pas mal de questions qui commencent à arriver sur le chat. Donc, tu vas dessiner dans les 30 prochaines minutes. Vous allez pouvoir gagner, d'ailleurs, ce dessin. Vous, très cher chat Twitch, vous qui suivez ce Glénat BD Festival, un dessin original de Si. Alors, qui peut être, on va dire, décidé par ce que vous recommandez sur le chat ou qui peut être uniquement une des volontés de l'auteur. Ça dépendra évidemment ce que Si a décidé. Tu fais comment sur Twitch? Tu dessines que tes planches à toi? Ah, je fais ce que je veux à moi. Tu fais ce que tu veux à toi. Ce sera une décision unilatérale. On est en dictature, c'est ça. Vous n'avez pas le droit de décider de ce que je veux faire. Eh bien, on va continuer comme ça, d'accord? Dictature. Et tu vas dessiner ce que tu veux. Tu as 30 minutes évidemment comme ça pour le faire et répondre un peu à toutes ces questions. Build up, voir si sur un projet commun comme ça, donner de la consistance à des personnages d'un univers d'un autre auteur, c'est quelque chose que tu as hâte de voir? Ah bah vraiment oui, puis en plus ça fait un moment qu'elle m'en parle. Parce que pour le coup, je connaissais un petit peu l'histoire avant même qu'elle commence les planches, vu que on est amis dans la vraie vie, donc du coup. Pendant que je faisais le découpage. Ah ouais. Je lui fais manger du gras. Écoutez, il faut bien la nourrir cette enfant pour qu'elle puisse bien travailler. Non, mais en vrai, ça fait un moment qu'elle m'en parle et oui, j'ai vraiment hâte. Puis quand je vois le rendu des planches, comment ne pas avoir hâte top, en fait. Déjà de base, quand elle fait de l'encre, je suis comme une folle, mais alors là, c'est Si, quoi. J'ai envie de lire tout ce qu'elle fait, donc... Te sauce, là, t'as vu, hein? Oh, j'adore ça, continue. Amie et première fan. T'as vu ça? Justement. Robin, Si parler, c'est un autre travail de penser une bande dessinée sur 4 à 5 ans. Là, Glénat a signé, du coup, pour la totalité des volumes de Anna. C'est... comment est-ce qu'on travaille en tant qu'éditeur sur une série au long terme comme ça? C'est un investissement de part et d'autre, quoi. Chacun est d'accord pour se dire que là, on est parti pour un voyage de 4 à 5 ans, comme tu disais. Donc, nous, c'était aussi la volonté chez Glénat, comme avec Radium Girls, Si, elle a quand même un peu explosé en librairie. C'est un album qui a eu énormément de succès, et critique et public. Donc c'était aussi pour nous l'occasion de continuer à explorer l'imaginaire d'autrice de Cyrielle. Là, il s'avère qu'elle le fait avec un co-auteur, mais c'est quand même un album qui co-réalise tous les deux. Donc évidemment, dans cet album, il va y avoir aussi la patte de Si, ne serait-ce que graphique, mais aussi dans les thématiques que ça va aborder. Donc nous, c'était aussi excitant pour nous de se dire qu'on allait continuer à travailler avec cette autrice de talent sur un autre registre. Donc c'est aussi c'est l'inconnu. Donc l'inconnu, c'est toujours un peu excitant et pour les auteurs et pour les éditeurs. C'est-à-dire qu'on se lance dans une nouvelle aventure. Compte tenu de la qualité des planches et du scénario, moi je pense que ça va être un succès. Enfin, en tout cas, je l'espère de tout cœur. Et donc là, maintenant, on est parti et on fait le voyage ensemble. Et c'est ça qui est très, très, très beau, quoi. Si, il y avait une question dans le chat. Justement, est-ce que tu as un impact sur la personnalité des personnages ou sur le scénario dans Anna et l'Entremonde? Est-ce que lorsque tu dessines les persos, tu as dit à ton co-auteur, écoute, ça serait peut-être mieux si le personnage avait tel trait de caractère, telle attitude? Est-ce que tu as un impact ou juste tu ancres uniquement l'histoire? Non, là-dessus, je suis co-autrice. Alors moi, j'ai le beau rôle. Ça veut dire que Marc, il écrit toute la trame, toute l'histoire, etc. Et moi, j'arrive derrière en faisant ça, non, ça, je vois plus. Ça, c'est super cool. Ah ouais, ça, non, ça, j'aime pas. Et donc, après, je le laisse pas non plus en seul face à lui-même. En fait, on a réécrit ensemble et tout. À la base, en fait, Marc avait plutôt une idée d'épisodique, en fait, des bouquins qui se suffisaient un peu à eux-mêmes. Moi, je lui ai dit, écoute, pour faire beaucoup de tomes, moi, j'ai besoin d'avoir une histoire au long cours. Ce à quoi il a totalement, en fait, il a été hyper vif là-dessus. Il a transformé son histoire et il en a fait quelque chose où j'ai fait, ok, en fait, banco, je veux bien faire 4 tomes avec toi sur ce type d'histoire et tout. Après, on réécrit.
Vraiment, quand je dis que j'ai le beau rôle, c'est que vraiment, lui, il fait toute la structure. Et moi, je suis dans le salon, je fais la couleur des murs, je vois pas ça comme ça. Il a fait tous les travaux. Et vraiment, après, c'est vrai qu'on a réécrit ensemble. Ces personnages, ils étaient vraiment cool. Alors après, c'est vrai que sur certains personnages, on a tendance à les réécrire ensemble. On se pose beaucoup de questions. En fait, c'est un peu une danse de faire une bande dessinée à deux. Par moment, ça peut arriver qu'on se marche un peu sur les pieds. Ça peut arriver. Le but, c'est d'avoir une discussion calme et posée entre adultes et de poser les choses. Et puis, dans les moments où ça devient plus compliqué, on n'arrive pas à trouver un accord, en fait, l'éditeur, il est là aussi pour faire la médiation. En fait, c'est plutôt... c'est une danse avec le scénariste, mais voilà, avec l'éditeur qui est dans le coin, quoi. Donc, voilà. Alors c'est formidable, hein, tu es quand même en train de peindre dans une boîte Mario Pikachu du Pokémon Center Japon. Hein, il y a quand même, J'espère que ça va pas hurler. Il y a quand même quelque chose de fou. Oh, je pense pas que ça hurle du tout, c'est juste complètement trop stylé. Mais autant en fait, le coup de crayon pour dessiner ton personnage, on a eu à peine le temps de parler 2 secondes, il était fait. Hein, oui. T'as déjà plus qu'à peindre. Donc en fait, 30 minutes, c'est trop, c'est ça? Mais j'en ferai un autre si c'est que ça. Il n'y a pas de souci. Attention, hein, si tu travailles aussi vite, c'est pas un album, mais 2 hein, qu'on va te donner à faire par an. non, parce que vraiment, moi, mes planches, je les fais au traditionnel. Donc effectivement, je l'ai dans la main. Ça veut dire que vraiment, hier, j'étais encore en train de faire mes planches. Ouais. Mais oui, c'est quand même... En fait, on a tendance à croire que quand je dis que je fais une planche par jour, c'est beaucoup. Mais c'est une planche au traditionnel. Ça veut dire qu'avant, j'ai fait mon croquis en numérique. Il y a eu le découpage qui s'est fait avant, les validations, etc. Puis après, il y a toute la post-prod. Ça veut dire les retouches sur Photoshop, les lettrages, le lettrage, etc. Là, en l'occurrence, le lettrage, ça va se faire en interne chez Glénat. Mais voilà, en fait, la page ne se finit pas juste au moment où on l'a fait. En fait, moi, j'ai beaucoup d'étapes avant. Build-up. Bah justement, moi, j'avais une question par rapport à ça. Ouais. Tu en as parlé en story la dernière fois. D'habitude, c'est la post-prod, on appelle ça la post-prod? Ouais, moi, j'appelle ça la post-prod, mais souvent, c'est du verbiage audiovisuel. Tu vois, mais... la post-prod, comme tu dis, apparemment, pour cette série, ou en tout cas pour ce tome-là, va être un petit peu plus importante que sur les autres tomes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Là, en fait, je vais faire appel, j'ai dit à Robin, j'en ai marre, ça me casse les couilles le lettrage, donc j'aime pas ça. Ça, c'est des choses aussi qu'on peut demander à son éditeur, etc., parce qu'ils ont des pros en interne ou en externe pour pouvoir travailler. En fait, il s'avère que quand on a les bulles et le texte, moi, ce qui m'insupporte le plus, c'est copier, coller. Enfin, en fait, on est vraiment... Ça devient limite de l'artisanat, à ce niveau-là et tout. Et ça, moi, ça m'emmerde au plus haut point. Et j'aime pas globalement passer sur Photoshop, j'aime pas ça. J'essaie de travailler mes planches pour avoir le moindre retouche possible à faire. Parce que je suis très mauvaise à Photoshop. Eh bien, tu anticipes les questions posées justement dans le chat. Il y a Coloris qui demandait si tu connaissais le travail de Julie Rochelot et bien sûr. Tu appréciais son travail. C'est magnifique ce que fait Julie Rochelot. Et si tu faisais beaucoup de retouches justement sur Photoshop? Très peu. Honnêtement, par exemple, sur Radium Girl, c'était juste... du clean en fait, donc récupérer les blancs par moment, vu que c'est de la poudre limite, ouais. Parfois ça pouvait arriver que j'ai la main qui a pris une trace, donc là tu y retournes avec un brush et puis tu clean. Mais sinon j'ai pas, j'en fais très très peu. Alors parfois ça peut arriver aussi. Bon, un œil dit merde à l'autre, donc tu vas prendre sur Photoshop et tu vas corriger l'œil qui part un peu à droite, à gauche, tu vas redécentrer. Mais moi, j'essaie de faire le moins de retouches possible parce que vu que je suis mauvaise à ça, la retouche se voit. Donc, c'est bien. Comme ça, j'ai des planches qui sont vraiment hyper clean. Et là, tu n'as pas des éléments que tu vas rajouter directement? J'avais pas vu ça. Des éléments, pas trop. En fait, je voulais faire ça pour les motifs. Ah oui, voilà. Parce que j'ai eu le malheur de faire un personnage qui a une veste à motifs. Il faut savoir que quand tu dessines un personnage et que tu te dis « Ah, je vais le dessiner comme ça, je vais lui faire une veste à motif et tout », quelle erreur. Parce que tu vas devoir la dessiner sur toutes les cases,
de ta BD de 90 planches. Oui, il y a beaucoup d'auteurs, notamment de manga, qui souvent se disent « Mais pourquoi je lui ai fait cette coupe de cheveux à celui-là ? C'est pas possible !» Parlons-en de l'auteur de Naruto, qui a transformé les lunettes de Naruto en bandeau. Mais oui, il y en avait marre. Bah ouais, c'était trop précis à dessiner, quoi. Et en fait, c'est aussi, là, on croise un autre truc parce que on a tendance à croire dans le monde du dessin, il y a un peu ce truc de l'auteur dévoué corps et âme à son travail, etc., ce qui est le cas, mais en l'occurrence, il y a aussi il y a une rentabilité à avoir. Ça veut dire que moi, je suis toute seule face à ma planche et je ne peux pas me permettre de... déjà, mon éditeur, il ne veut pas ça non plus. Je peux pas me permettre de passer 4 ans sur une bande dessinée. Il y en a qui peuvent le faire, mais en l'occurrence, moi, non. Ah oui, tu as des noms comme ça, en fait. Oui, non, mais après, il y a des moments... En fait, quand on est dans de la BD historique hyper poussée, on n'est pas pareil, en fait. On n'est pas sur la même chose. De ouf. Tu vois, par exemple, quand il nous disait pour... Radium Girl, c'était un récit historique quand même. Oui, mais moi, j'ai pris des largesses. Ça veut dire qu'il y avait des moments... Il faut être un peu filou dans le monde de la bande dessinée, parce qu'il y a des moments où je me dis « Ah, merde, à quoi ressemble une poignée de porte des années 20 ?» Merde, des trucs comme ça. Ça, on se retrouve très vite très con. Est-ce que merci Google dans ces cas-là ou pas ? Oui, mais alors là, sincèrement, Google, je suis devenue incollable sur les postes de radio des années 20. Ah ouais ? Oui, parce que j'ai dû redessiner. De ouf. Mais à côté de ça, par exemple, il y a des moments où je me dis « Ah merde, je sais pas à quoi ça ressemble. » Tu récupères une tapisserie des années 20, tu décales le personnage et hop, il est face à une tapisserie. Let's go. Et c'est bon. Après, le but, c'est qu'il faut que ça soit aussi... je le fais pas tout le temps. Le but, c'est aussi que ça soit... faut pas que ça soit un frein pour la narration. La narration, faut que ça soit cohérent, quoi. Je vais pas faire ça sur toutes les planches. Mais il y a des moments où il faut aussi savoir tracer, mine de rien. Alors, si vous nous regardez actuellement, si tu es en train de dessiner une œuvre spéciale qui t'a gagné dans ce Glénat BD Festival. Pour cela, il suffit d'inscrire si un CY dans le chat pour rentrer dans la loterie et l'emporter. Au bout de 3 traits, j'avais déjà tapé ce code dans le chat pour tenter moi-même de gagner le dessin. Oui, c'est pas juste, mais prends ton téléphone, tu peux. Attendez, mais tu rigoles, toi. Je plaisante. Elle rigole, elle. C'est pas possible, laisse les autres gagner. Oh. Tu es passé du coup d'une... alors excuse-moi, je ne suis pas dessinateur, c'est quoi? C'est de l'aquarelle là que tu... non, c'est de l'encre. C'est de l'encre, ouais, très bien. c'est de l'encre. Donc du crayon de couleur à l'encre, ouais. C'est 2 techniques que tu maîtrises. Tu as appris où à dessiner aussi bien et tu as appris où toutes ces techniques? Full autodidacte, tu as fait une école particulière pour ça? Alors moi, à la base, je suis graphiste de formation. À la base, j'étais directrice artistique pendant longtemps dans un magazine féminin. Let's go. Mais en fait, j'avais un blog, l'ère des blogs BD. Ah oui, parce qu'on commence à être vieux. Hein. Oui. C'est vintage les blogs BD. Dérive, pardon. Oui, quand on parle des blogs BD. On est là. des dinosaures. Mais j'avais un blog BD, et puis je faisais ça à côté. Après, j'ai fait un cycle supérieur d'illustration que j'ai pas fini parce que ça coûtait trop cher. Et puis, voilà, après, la bande dessinée en elle-même, je suis formée en autodidacte. Mais après, les traits, par exemple, le crayon couleur, c'était... le crayon couleur, c'est quelque chose que j'ai découvert sur mon... c'était mon projet de fin d'études. J'avais testé les crayons couleur, puis je les avais remisés dans un coin en me disant, plus jamais je toucherai à ce truc-là. Plus jamais je toucherai à ce truc-là. Quand tu as fini un projet de fin d'études, tu n'as pas envie d'y retoucher, quoi. Et puis, en fait, je me suis dit, quand j'ai fait mes recherches pour Radium Girl, j'avais besoin de ce grain qu'il y a dans par exemple, les photos qu'on a des années 20. Elles ont un grain particulier. Et donc, je me disais, mais en fait, le crayon couleur laisse vraiment ce grain un peu années 20. Et donc, au final, j'ai repris mes crayons couleur. Et c'est très bien. Et pour l'encre, c'est parce que j'ai fait l'Inktober, le fameux Inktober, le challenge. Ah, c'est super populaire ça. Tu me parlais de ton compte Instagram aujourd'hui qui est un peu le book de quasiment tous les artistes mondiaux. Merci Meta, bien entendu. Et ouais, Inktober,
Inktober, c'est un vrai moyen de se faire connaître et de se faire voir? Alors oui, alors moi je le fais pas trop pour ça, c'est plutôt pour me permettre d'avoir des séries, etc. Mais il y a des gens qui le font. Alors c'est très ambivalent. Des séries, qu'est-ce que tu entends par série? Des séries d'illustration en fait. Quand on fait une illustration et qu'on va mettre dans la même, je sais pas, par exemple, je sais pas, je vais me mettre à dessiner, je sais pas, que des animaux, par exemple, des choses comme ça. En fait, moi, j'ai fait des séries d'illustrations. En gros, je me suis intéressée aux divinités qu'il y a. Non, quand tu parles de série, il y a mon Siri qui s'active, tu vois. Autant te dire que c'est pas demain la veille. Que les IA contrôleront le monde, mais t'en fais pas, continue. Non, mais en fait, il y a des divinités. J'avais fait sur des divinités un peu inconnues. Et donc, je m'étais intéressée à tous les costumes, par exemple, populaires, enfin, les costumes traditionnels de chaque divinité, etc. Et c'était hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça. Après, Linktober, c'est un peu un double tranchant, parce que je sais que, par exemple, il y a beaucoup de professionnels qui font Linktober, mais ça veut dire que moi, mon métier, c'est de dessiner. Et en fait, les amateurs se retrouvent à se dire « Putain, je fais de la merde, j'y arrive pas et tout ». Alors qu'en fait, vraiment, Linktober, à la base, toute base, c'est juste un croquis, 15 minutes à l'encre. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est un challenge. C'est un challenge, tout à fait. Mais bon, moi, je l'ai utilisé pour pousser une technique que j'avais envie d'essayer, en fait, tout simplement. Donc si vous faites Linktober, surtout, ne vous stressez pas trop là-dessus. Ouais, à la cool. Ouais. À la cool. Justement, quelques questions par rapport à ton style graphique imposé par Guy Inval sur le chat. Combien de temps tu passes en début de projet pour décider définitivement du style esthétique que tu vas donner à ta BD? Pas longtemps. Pas longtemps, parce qu'en fait, le problème de la recherche... Alors, en fait, là, en gros, quand Marc m'a dit « Bon, bah, ok, tu voudrais le faire comment ?» Et que je lui ai dit « Bah, moi, je veux le faire à l'encre », il m'a fait « Mais t'es folle !» Parce que lui, il pensait que j'allais faire du numérique. Et tout. Donc, moi, je lui ai dit « Bah, non, parce que moi, le numérique, souviens-toi, je suis nul à chier. » Quand tu travaillais sur un magazine, dans magazine féminin, tu travaillais pas sur numérique? Si, mais c'était pas terrible ce que je faisais. En fait, t'exagères. Non, mais c'est juste que, en fait, entre le fond et la forme, le fond m'intéressait plus que la forme. Oui, d'accord, ok. Donc, en gros, oui, je travaillais un peu en numérique, etc. Et je l'ai déjà fait et tout. C'est pas horrible, mais c'est pas quelque chose qui m'éclate du tout. J'aime pas trop ça. Et surtout, enfin, voilà, c'est juste que vraiment, j'aime l'original, en fait, et le fait de peindre, etc. Donc voilà. Après, c'est plaisant. Hein. Ouais, c'est vrai que le numérique, ça a toujours ce côté un peu froid. Le résultat peut être stylé, ça offre tellement de possibilités différentes, mais il y a ce côté froid. Tu vas pouvoir en discuter, je pense, avec Timothée Le Boucher, qui lui a on en a discuté il n'y a pas longtemps, et lui, il est full numérique, et lui, il adore ça, le full numérique, et il a vraiment ce côté... C'est hyper intéressant, tu en discuteras avec lui, sa position là-dessus. Mais oui, moi, j'aime vraiment ça, le traditionnel et tout, donc j'ai perdu la question initiale. Non, mais tu as répondu globalement à la question. Non, les recherches. Combien de temps et les recherches? Combien de temps les recherches? Donc moi, après, les recherches, j'ai tendance à les faire assez rapidement parce qu'on a tendance à se perdre dans les recherches. En fait, c'est le conseil d'une amie qui s'appelle Digli, Maureen Wingrove. Et en fait, elle m'a dit, fais attention, surtout c'était pour Radium Girl. Elle m'a dit, ne te perds pas dans les recherches. Ouais. Elle s'est perdue dans les, entre guillemets, elle m'a dit, je me suis perdue dans les recherches. J'ai fait tellement de recherches que quand il a fallu que j'entame la BD, j'avais l'impression d'avoir déjà faite. Ok. Parce que voilà. Et il y a vraiment, alors effectivement, moi je suis pas comme pour, par exemple, c'était Benoît qui parlait de Kiss the Sky, où il va détailler genre la ceinture qu'il a portée comment dire, au concert, etc. Il va pousser au maximum. Moi, j'en suis pas du tout là. À mon avis, il y a des anachronismes dedans. On me l'a jamais fait remarquer, mais c'est pas grave. Les styles vestimentaires faisaient 13 années 20 en tout cas. Oui. oui, mais non, mais je suis pas, on n'est pas dans la même démarche du tout en fait là-dessus. Donc voilà, moi j'ai tendance, je pense que les personnes qui font ce genre de choses-là
font énormément de recherches et tout. Moi, c'est pas du tout mon cas. Là, à la limite, moi, je pourrais les montrer à la fin. Enfin, on a prévu de mettre des bonus à la fin de Anna et l'Entremonde. Moi, mes recherches, j'ai cherché des personnages. Par exemple, Anna, il y a un face, profil, quelques expressions. Je l'ai fait valider à Marc. Marc, il m'a dit OK, banco, j'ai lancé sur les planches. Donc voilà, après, il y a vraiment ce truc. Aussi, moi, ce que j'aime dans la bande dessinée, c'est la narration. C'est pas tellement de créer l'univers, c'est hyper important, mais ce que j'aime, c'est raconter l'histoire, quoi. Alors justement, merci de répondre évidemment à toutes ces questions. Je vais te mettre un petit coup de pression rapide. Il te reste 5 minutes pour terminer. Ça va être évidemment. Marrant, parce que j'attends que ça sèche en même temps. Ta planche, ouais, je sais, il y a un temps de sèche incompressible. Oui. Justement, je me retourne vers ton éditeur. À qui s'adresse du coup Anna et l'Entremonde? La cible, c'est plutôt jeunesse, c'est plutôt adulte. On se situe où? On va dire que le cœur de cible, c'est plutôt jeunesse, c'est une aventure. L'héroïne a 11 ans, donc on est vraiment sur cette tranche d'âge. On va dire, on va s'adresser à des jeunes de cet âge-là. Après, c'est vraiment une aventure qu'on pourrait aussi trouver de tout public parce que il va y avoir à la fois dans le talent graphique, mais aussi dans les dialogues de Marc, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'écriture de Marc, qui est vraiment très savoureuse. Et il a vraiment un sens des dialogues et de la rythmique des dialogues qui est assez rare en bande dessinée. C'est quelque chose qui est très important et lui, il est très fort là-dedans. Et ça, je pense que c'est une saveur que les lecteurs adultes peuvent aussi apprécier. Et il va y avoir aussi, Cyrielle en avait un petit peu parlé dans l'émission juste avant, il y a un sous-texte aussi dans l'histoire qui est quand même un petit peu engagé, politique, de dire c'est quoi être une jeune personne qui arrive dans un endroit dont on ne connaît rien, donc être un petit peu dans la position d'un migrant. Voilà, tout ça, c'est un sous-texte aussi où les parents des jeunes qui vont lire cette BD vont aussi pouvoir leur faire lire cette BD en leur disant voilà, tiens, il y a une aventure qui va parler de ces choses-là, même si ça reste une aventure et ça reste quelque chose où on va se concentrer sur les personnages et les péripéties qui arrivent aux personnages, mais je pense que les adultes peuvent aussi trouver du plaisir dans une lecture comme ça. Donc si le cœur de cible, il est jeunesse, on veut aussi élargir le public au maximum. Et je pense qu'une aventure comme ça, avec une aventure comme ça, c'est possible de le faire. Justement, si quand on écrit ou quand on dessine pour, on va dire, un public normalement, dont le cœur de cible est un tout petit peu plus jeune, il y a des choses à faire dans le dessin, il y a des choses dans lesquelles on doit s'adapter par rapport à ton style habituel ou non, d'ailleurs. Pour moi, ce qui est capital, c'est de faire attention à la représentation, en fait. Ouais. C'est tout le souci. Alors maintenant, ça a beaucoup bougé, il y a vraiment une grande vague. Mais moi, quand j'ai grandi, en fait, ça m'étonne pas que tu aies énormément de monde qui viennent te chercher pour Lou de Julien Nil, parce que ma génération, Lou, c'était une révolution. De ouf. Parce que moi, j'ai été biberonnée avec les guerrières soleil, gros seins, grosses cuisses. Xena. Grosse épée, mais petite culotte armure. Et en soi, faut pouvoir se battre de façon confortable. Écoute, il faut être libre dans ses mouvements. Mais voilà, c'est vrai que là-dessus, il faut toujours faire attention à la représentation. Et en fait, faut pas que ça soit une pancarte et tout, mais en sous-texte. C'est militant, mais c'est pas une grande pancarte. Donc c'est faire attention à la représentation des corps, aux personnes que tu vas représenter, comment tu vas les représenter. C'est ça mais je pense que ça, c'est même pas que pour la jeunesse, c'est pour tout le monde en fait. Donc effectivement, par exemple dans Radium Girl, j'avais un peu du mal par exemple, à montrer une mixité raciale pour la simple et bonne raison qu'on était dans les années 20 et que aux États-Unis, les Afro-Américains n'avaient aucun accès, par exemple, à ces postes-là. Donc, mais là, en l'occurrence, on est dans un monde complètement différent et tout. Là, je peux vraiment laisser libre cours à tout ce que j'ai envie de montrer. Et donc, ne pas se limiter à un petit garçon blond, par exemple. Un petit garçon blond, évidemment. Je dis pas que c'est pas bien de faire des trucs sur les garçons blonds, hein, mais... je ne sais pas, oui, c'est vrai. Mais en effet, donc, cette notion de la représentation, c'est important. C'est important pour toi et c'est important qu'on représente aussi pour les jeunes différents types de personnages. Ouais. Donc, parce que Marc est pareil, hein, il est vraiment dans cette idée-là. Il n'y a pas que moi hein, là-dessus, il y a vraiment, on est sur la même trame avec Marc. Et puis si je peux me permettre, c'est aussi important pour les personnes racisées de se sentir représentées. Quoi. Bien sûr. C'est assez rare c'est de moins en moins rare, mais à l'époque, ça l'était. Quoi. Ouais, c'est clair.
Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette série-là, cette question-là, elle va vraiment rentrer dans la nature du récit, puisqu'on se retrouve plongé dans un monde qui est d'une cuvette de plein d'autres mondes. Donc, de fait, on a des gens qui viennent d'horizons très différents, et c'est même pas tous des humains. Donc, on a vraiment cette question de la diversité, de la représentativité, et de comment on assume son identité différente par rapport aux autres, qui est au cœur même de ce qui se passe dans cet entremonde, quoi. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant, quoi. Combien de pipettes tu as exactement devant toi? 4, c'est ça? Ça sert à rien par rapport à ce que j'ai chez moi. Ouais, d'accord. Tu dessines pas avec 4 couleurs à chaque fois. Quoi que je dois en avoir. Non, en fait, je dis ça, mais même pas parce que mon travail fait que moi, je travaille très peu avec beaucoup de couleurs parce que camailleux resserré, faute de goût. Éviter. Ah, bien entendu, bien entendu. Et donc, donc moi, j'ai plusieurs pipettes et tout. Et c'est plus simple. Et puis, il y a un petit côté apothicaire qui n'est pas désagréable. Ouais, de ouf. Hein. C'est hyper... Je ne sais pas si vous avez vu son atelier, mais c'est quelque chose quand même. Ah, bah ça... Un peu... Je me suis fait un petit peu mon atelier de rêve, j'avoue. D'ailleurs, quand tu travailles sur des ancrages comme ça, qui sont... Ça coule quand même pas mal, ça glisse pas mal. Tu travailles systématiquement à plat, tu travailles relevé. Tu travailles dans cette position-là chez toi? Non, surtout pas, parce qu'après, je peux plus me relever, moi. Ouais, voilà, on est d'accord. C'est pas confortable de travailler dans cette position-là. Pas du tout, non. Moi, je travaille debout. Tu travailles debout? Oui, je travaille debout avec une planche comme ça? Une planche inclinée, sauf quand je fais des très gros fonds. Ouais. Parce que si j'ai des très gros fonds, ça coule. Ouais. Mais clairement, je travaille debout et avec un... Donc avec le pinceau tenu... Non, on va dire, elle est penchée comme ça, okay. En fait. Et je travaille comme ça. Et sinon, parce que sinon, en fait, moi, je peux plus me relever. Je peux avoir très mal au dos très vite. Notamment... Le problème avec le numérique que j'ai, c'est que j'ai mal partout, quoi. Tout simplement. Alors les gens qui te connaissent un peu sur le chat s'étonnent de la non-présence du flacon de jaune dans ton dessin. Il n'y a pas de jaune dans celui-là, ouais, non, je ne l'ai pas pris. Oui, parce que j'utilise beaucoup de jaune dans mes dessins, mais là... Ah ouais? Là, non. Non, ouais. C'est un peu ma charte graphique, on va dire. Elle a voulu changer, mais rassurez-vous, hein, le fort color juste à côté est jaune étincelant. La petite... C'est quoi, c'est une petite gomme, ça? C'est quoi? Ça, c'est pour gommer en dessous l'encre. Oh! Ça veut dire que tu peux gommer le crayon sous l'encre sans attaquer l'encre. Quelle est cette sorcellerie? Sorcellerie venue du Japon. Ah, sans déconner! Sans déconner! C'est une gomme de mangaka. Ah, incroyable! Oui. Ça, c'est stylé, hein? Yes. Je peux poser une question? Bien sûr, évidemment. Romain, j'ai une question par rapport, justement, on parle de matériel et tout que peuvent utiliser les BDistes et les illustrateurs. Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que les maisons d'édition aident les artistes à s'équiper ou pas du tout? Alors non. Parce que ça coûte cher, tout ça. Tout ça, ça coûte cher, effectivement. Après, c'est comme l'artiste qui décide de aussi la méthode qu'il a envie d'utiliser pour... C'est de sa faute, c'est le coup du pognon. C'est ça. Mais, qui se débrouille. Mais on peut... voilà, il y a de la souplesse, évidemment, s'il y a des investissements qui deviennent vraiment trop importants. Nous, par exemple, le coût qu'on va absorber, c'est par exemple tout ce qui est le scan utilisé... parce je sais qu'il existe des maisons d'édition qui peuvent demander aux auteurs de scanner eux-mêmes leurs originaux. Nous, on ne le fait pas. Ah ouais? Mais comment ils font? Il faut absolument avoir un énorme scanner, du coup? Ou alors, ils vont voir un scannériste. Ils vont voir un reprouveur. C'est sur leur denier. Donc, nous, voilà, c'est des genres de services qu'on peut offrir. Après, on laisse aussi à l'auteur la liberté de choisir la méthode qu'il a. C'est vrai qu'on bosse de plus en plus aussi avec des auteurs qui bossent en numérique et qui sont sur tablette. Utiliser les logiciels qu'ils ont envie aussi. Nous aussi, on doit s'adapter aux différents logiciels qu'ils utilisent. Donc après, chacun fait un peu sa... Oui, parce qu'on rappelle que rien n'est gratuit, hein, les logiciels. Ah bah ça, non, clairement pas. Donc c'est vrai, ça représente quand même un sacré investissement. C'est magnifique. Ça, c'est le moment préféré, surtout. Voilà. C'est trop satisfaisant, bien sûr. Ah là là. Oui. C'est top. Dans ces moments-là, j'ai tendance à mettre la caméra très près. Et à y aller très doucement. Fais confiance, t'as même pas à bouger, fais confiance, les caméras peuvent zoomer, t'as un réalisateur qui peut faire tout le travail pour toi. Regarde, regarde ça, regarde, regarde. Oh putain, qu'est-ce que vous êtes fort. Vraiment. Oh waouh. Ça fait un petit quelque chose, non? J'adore.
C'est très satisfaisant. Bien entendu, je vous rappelle que l'un d'entre vous, parmi la centaine de participants, va pouvoir gagner ce dessin. Spoiler alert, c'est moi qui vais être tiré au sort. Moi, j'ai même pas eu le droit de participer. On l'aurait vu derrière. Et la gomme magique. La fameuse gomme magique. Alors, je regarde quand même parce qu'il y a vu que j'ai dû faire très vite, il y a des moments... C'est pas sec. Il y a des moments, c'est pas sec, donc ça risquerait d'être une cata, mais non. Le rendu des nuages, mais comment... C'est fou, hein. Comment t'as fait ça? C'est fou. Donc voilà. Moi, c'est la rapidité qui me... Ça me termine. Parce que là, elle a fait quoi? 25 minutes? Même pas 20 minutes, parce que quand elle parlait, elle dessinait pas tout le temps. Ouais, on lui a mis des bâtons dans les roues. Ouais, mais j'aime bien parler en même temps, ça me dérange pas. C'est bien. Et puis je vais... Et du coup, la sortie, j'ai entendu, c'était pour début septembre, c'est ça? Fin septembre. Fin septembre. Donc fin septembre pour Anna et l'Entremonde, bien entendu. Radium Girl est d'ores et déjà disponible chez Glénat BD. C'est voir, alors là pour le coup, un autre style graphique au crayon de couleur. Et hop là, emballé, c'est pesé. Alors regardez la signature, bien évidemment. Important. Attends, 2022. Ah oui, fais attention. Voilà. Ah, c'est daté, c'est signé. Dans quelques instants, tirage au sort sur le chat qui a eu la chance de pouvoir remporter ce dessin original. Et d'ailleurs, sachez que plusieurs auteurs viendront ici dessiner et tous ces dessins seront à gagner durant ce Glénat BD Festival. Voilà, restez avec nous durant toute la période de ce festival. Alors non seulement évidemment pour gagner tout ça, mais pour écouter un peu le parcours, les techniques, les méthodes des différents auteurs. C'est super sympa d'apprendre les méthodes de travail. Le gagnant n'est autre que Sidériticidus, incroyable. Sid. C'est une de mes... Ah ouais? C'est une de mes viewers sur Twitch. Eh ben voilà. Oui. Sid, bien joué. La fidélité paye. Tu remportes cet original de Si. GG à toi, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, merci à vous. ici. Merci, Si. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci, Si, formidable. Je ne sais pas si on aura le plaisir de te revoir durant le reste du BD Festival. Non, tu es venu qu'aujourd'hui. On a d'autres choses à faire dans la vie. Je dois avancer une bande dessinée. Elle a des planches à travailler. Il y a la couverture à faire. Faut que j'ai la couverture à faire, ça aussi, gros morceau. Ah ouais? Si un jour ça t'intéresse, il faudrait que tu amènes des gens pour parler des couvertures. Parce que ça, c'est un gros morceau pour les autres. Carrément, écoute, ainsi... Très gros sujet. Si jamais tu as 5 minutes, un de ces quatre, viens dans Manga Sur nous en parler un tout petit peu. Ce sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera sur le plateau. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour de nouveaux dessins, puisque ça va être la battle entre Michael Sans-la-Ville et Sylvain Ferret pour le meilleur dessin. Vous allez avoir le choix sur qui va produire le meilleur dessin. Évidemment, les deux dessins vont être exceptionnels, mais à la fin, vous aurez la chance de remporter l'un et l'autre des dessins. On va parler évidemment des œuvres de ces deux auteurs ici même sur le plateau. Restez avec nous, c'est après une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite de ce Glénat BD Festival.